Je cède la parole pour le deuxième bloc au deuxième groupe d'opposition et je reconnais Monsieur le député de Maurice Richard. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'être ici. J'ai eu la chance de participer à 4 commissions parlementaires dans une autre vie et me voilà ici de ce côté de la banquette. J'espère d'ailleurs un jour qu'on échangera de côté avec Monsieur le ministre. Pour l'instant, je vais commenter ce projet de loi qui, effectivement, est fort intéressant. Monsieur le ministre a parlé d'un home run. Moi, je dirais qu'on se rend à la première base et on va essayer d'expliquer pourquoi. D'abord, je voudrais revenir sur le fait que je tiens tout de suite déjà à remercier Monsieur le ministre pour sa pédagogie qui est fort intéressante, je le dis vraiment sincèrement, et je vais favoriser l'échange le plus possible dans les minutes qui nous sont imparties. D'abord, je tiens à rappeler que ce projet de loi arrive dans une palette plus large de propositions dans l'objectif de lutter contre l'inflation et ses effets. Nous, notre grille de lecture, nos objectifs dans ce genre de politique sont triples. D'abord, atténuer les impacts des hausses de la vie, surtout sur les ménages les plus vulnérables, contrer l'inflation et diminuer les inégalités. Dans des moments de perturbation économique, il y a souvent des perdants et des gagnants. Et trop souvent, Monsieur le Président, les perdants sont les personnes les plus démunies de notre société. À nous de faire des propositions qui vont, pour une fois, faire en sorte que ça ne sera pas le cas. Quand il y a inflation, il y a deux manières, deux bouquets de politiques qu'on peut mettre en place. D'abord, des politiques pour contrer l'inflation en elle-même, et de l'autre côté, des politiques pour atténuer les impacts de l'inflation. Et je pense que Monsieur le ministre faisait référence au fait que cette proposition, en fait, atteint un peu des deux. Peut-être pour le relancer, ma première question serait est-ce que ce projet de loi, de facto, diminue l'inflation au Québec? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre des Finances. Bien, la réponse, c'est oui, parce qu'en limitant les hausses de tarifs, on se trouve à retenir la croissance des prix. Je pense que Monsieur le ministre sera d'accord avec moi pour dire que ça atténue aussi les impacts de l'inflation, étant donné que les ménages vont payer moins pour les services de l'État l'année prochaine, vu que l'indexation prévue normalement était supérieure à 3% au moins pour la prochaine année. Donc, on a les deux objectifs, et d'un côté, contrer l'inflation, et de l'autre côté, diminuer les impacts de l'inflation que vivent les ménages. Fait que ma deuxième question pour Monsieur le ministre, c'est est-ce que si plutôt qu'avoir 3%, une augmentation de 3%, on n'a aucune augmentation, c'est-à-dire un gel de coût de ces services, est-ce qu'on ne fait pas ces deux objectifs encore plus que ce que propose Monsieur le ministre? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre et je vous invite aussi à me parler à la présidence, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, c'est parce qu'on a comme on est vraiment dans une ligne visuelle directe, mais vous avez raison, c'est à vous qu'on doit s'adresser. Alors, c'est certain que 0%, à première vue, une analyse de premier degré, sans perspective à long terme, sans horizon global. Excusez-moi, je vais répondre à monsieur. À première vue, ça peut avoir l'air intéressant, mais le problème avec les gels de tarifs, c'est qu'on connaît l'historique, on a quand même une bonne expérience de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on gèle des tarifs. C'est qu'à terme, lorsqu'on gèle les tarifs, lorsqu'on les dégèle, il y a ce qu'on appelle un choc. C'est vraiment un choc. Et on a un choc tarifaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un saut dans les prix et ça crée des distorsions économiques. Bref, je dirais que c'est un peu une situation où on en fait trop et les impacts négatifs excèdent les bénéfices. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Maurice Richard.
Je vais m'habituer, vous inquiétez pas, Monsieur le Président. Donc, juste pour être sûr de comprendre ce que dit Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a une obligation ou une volonté de rattrapage par rapport au prix après les 4 années qui sont prévues dans cette loi, qui donc donnerait le choc tarifaire dont parle Monsieur le ministre? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre? Après les 4 années, les tarifs reprendront l'indexation annuelle. Monsieur le député? Merci. Donc, je comprends qu'il n'y aura pas de choc tarifaire, pas plus d'ailleurs s'il y a 0% d'augmentation, donc un gel, si exactement la même règle s'applique. Monsieur le ministre? Vous avez raison, j'ai parlé d'une situation, j'ai voulu ramener l'historique des gels au Québec parce qu'on a déjà eu plusieurs situations où on a eu des gels tarifaires qui ont amené des chocs et je vous ai souligné qu'on avait une historique qui était difficile. Alors, j'aimerais revenir, Monsieur le Président, sur les moyens du gouvernement parce que gouverner, c'est faire des choix. Nous avons eu des bénéfices associés à la surprise, le niveau d'inflation plus élevé que prévu qu'au budget. Parce que je rappelle que lorsque le budget a été fait, les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du variant Omicron sur les chaînes d'approvisionnement n'étaient pas connues. On a eu une surprise d'inflation d'approximativement 2 % en 2022, plus d'1 % en 2023. Et ça donne à peu près 14 milliards de revenus supplémentaires, ce qui permet au gouvernement de faire un choix, de remettre cet argent aux contribuables et, lorsque vous regardez la somme de ce qu'on fait hier, qui a été annoncé, ça donne approximativement 14 milliards de dollars, c'est-à-dire 13,2 milliards pour le bouclier, 455 millions pour les logements sociaux, 255 millions pour ajouter des policiers, des intervenants sociaux pour la sécurité publique à Montréal. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Maurice-Richard? Merci, Monsieur le Président. Je tiens quand même à corriger, c'est plus des logements abordables que des logements sociaux qui ont été présentés hier. Effectivement, gouverner, c'est faire des choix. Je rappelle qu'un des choix qui sera fait dans les prochains jours, c'est une baisse d'impôts qui ne touchera pas plus de 2 millions de personnes, les moins nantis dans notre société, et qui touchera 100% du 1% le plus riche au Québec. C'est un choix qu'on peut faire. Et pour revenir sur les questions des inégalités, ma question pour Monsieur le ministre, c'est est-ce qu'il y a eu une étude ou est-ce que vous avez une idée sur à quel point est-ce que baisser, geler ou même contrôler à 3% a un impact plus sur le premier quintile par rapport au quintile le mieux nanti. Est-ce qu'on a eu une étude sur les inégalités que ça peut créer ou résoudre? Monsieur le ministre, en réponse? Oui, bien, d'abord, je donne raison aux députés. Effectivement, c'est dans le cadre du programme de logement abordable que les fonds ont été annoncés au mois de juin. Par contre, associé à ces logements abordables est une bonification du programme d'allocation au logement qui les rend d'autant plus accessibles. Alors, je pense que ce qui a été annoncé au mois de juin en termes de logement, je pense que c'était d'excellentes mesures et on essaie de travailler avec des nouveaux partenaires pour stimuler la construction. Alors, ça, c'est important. À la question des baisses d'impôts, bien, il n'y a pas eu d'annonce de baisse d'impôts hier. Hier, c'était le point sur la situation économique et financière du gouvernement du Québec. Le bouclier a été annoncé, 3 mesures supplémentaires, 2 avaient déjà été communiquées hier, les aînés. Donc, je pense que les questions de baisse d'impôts, on peut avoir des échanges là-dessus, mais certainement, ce n'était pas le sujet de la mise à jour hier. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député? Monsieur le Président, est-ce que je dois comprendre que le ministre n'a pas une idée sur quel impact ça a sur les personnes les plus favorisées ou les plus défavorisées dans notre société, le projet de loi 1 particulièrement?
Monsieur le ministre, la réponse pour vous. Alors, votre question, c'est est-ce que le plafonnement des tarifs, est-ce qu'on a une étude économique sur l'impact par strate de revenus? La réponse est non. Je n'ai pas vu cette étude-là. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Pour les 4 prochaines années, à chaque fois que je vais analyser un projet de loi, je vais me demander est-ce que ça a plus d'impact sur les personnes les plus défavorisées ou sur les percentiles les plus favorisés ou les mieux nantis dans notre société. En général, sur des coûts fixes, qui sont des coûts de l'État, quand on baisse les coûts, ça favorise principalement les personnes les moins favorisées, étant donné que c'est un plus gros pourcentage de leurs dépenses vis-à-vis des gens les mieux nantis, dont cette partie-là est une toute petite portion de leurs revenus. Donc, à chaque fois qu'on va geler, diminuer, plafonner, plutôt qu'augmenter ces prix, en fin de compte, on va aider les personnes les moins favorisés dans un contexte de service de l'État. On peut voir facilement illustrer cet exemple en rappelant qu'aux États-Unis, par exemple, quand on va à l'école et que ça coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars, le fait de diminuer ces coûts, évidemment, vont faciliter plus aux personnes les moins favorisées d'avoir accès à des services de l'État. Donc, un gel de ces tarifs va plus aider les personnes les moins nanties de notre société que les personnes les plus riches. Et c'est pour ça, et je vois que le temps coule, que nous allons déposer un amendement très simple que je vous lis, qui va comme suit. Dans le premier alinéa de l'article 1 du projet de loi, remplacer le 3% par 0%. Merci beaucoup, Monsieur le député. Votre amendement est déposé. Alors, nous allons distribuer une copie du présent amendement à l'ensemble des membres ici réunis. Monsieur le ministre, en réplique. Mais c'est certain qu'un tel amendement aurait un impact sur la politique budgétaire du gouvernement et que nous allons voter contre. Par contre, je reconnais la cohérence. J'avais déjà entendu parler de cette position et je pense que c'est le bon endroit pour en discuter. Puis pour revenir aux effets, c'est certain que ça peut dépendre du tarif. Par exemple, limiter la hausse des tarifs des bornes de recharge, ça n'a pas le même impact sur les différents paliers de revenus que limiter les frais de chambre en CHSLD, de soins en CHSLD, etc., etc. Alors, chaque tarif pourrait avoir une analyse différenciée en fonction des niveaux de revenus. Je pense qu'il faut faire attention à généraliser, mais en général, le panier de consommation des personnes moins bien nanties est plus concentré dans les éléments suivants: logement, transport, vêtements, alimentation. Très peu de ces rubriques sont incluses dans ces tarifs. Monsieur le ministre, il reste environ 1 minute 20 au bloc, Monsieur le député. Merci beaucoup. Ça met la table au prochain amendement dont je parlerai dans les 15 prochaines minutes qui me seront allouées. Effectivement, vous avez raison. Je me suis gardé de faire une génération de bord en bord, Monsieur le ministre. Il y a effectivement des exceptions et il faut les étudier une à une. Ceci étant dit, dans les services de garde, par exemple, ou les questions qui touchent aux questions scolaires, la question ne se pose pas vraiment. C'est sûr qu'on aide, moins ça va coûter cher, plus on va aider les personnes qui en ont le plus besoin par rapport au pourcentage que ça prend dans leurs dépenses. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.